Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Patrick Martin. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes celui qu'on appelle communément le patron des patrons. Vous êtes le patron du MEDEF qui représente bien sûr les patrons de France. On a beaucoup de questions à voir ensemble parce que vous dénoncez, je cite, un budget qui pourrait avoir de lourdes menaces pour l'emploi. Vous menacez de destruction d'emplois. Enfin, vous dites que ça pourrait entraîner des destructions d'emplois, un risque de bloquer les augmentations de salaire, voire même d'entraîner un mouvement de délocalisation. On va y revenir dans le détail puisque ce budget il est donc examiné depuis hier soir à l'Assemblée nationale. Il y a dedans des impôts, des baisses d'aide à l'embauche, des rognages sur les niches fiscales. Quel impact donc voir avec vous sur les entreprises et quel impact sur l'emploi? D'abord, sur la question de ces destructions d'emplois, vous dites qu'il y a une lourde menace aujourd'hui sur l'emploi. Pourquoi ? Alors, on a fait hier une déclaration commune avec nos homologues, la CPME, de l'UDP, de la FNSEA, les agriculteurs, et ce qui est important de l'économie sociale et solidaire pour dénoncer le risque effectivement de destruction d'emplois par centaines de milliers, simplement dans l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas sur le même modèle, c'est pas un modèle capitaliste. Il est estimé qu'il pourrait y avoir 180... Ce que vous voulez nous dire, c'est que c'est pas juste une histoire de gros capitalistes. Oui, quoi. c'est pas... Non, mais c'est je pas veux dire, je caricature, mais c'est aussi votre idée, quoi. Ouais. Donc, dans c'est pas une l'économie histoire sociale juste de et solidaire, patron ou de 186 000 suppressions d'emplois. Donc, il faut raison garder. On est parfaitement conscient qu'il faut rétablir les finances publiques parce que si elles ne le sont pas, ça menacera tous les acteurs économiques et le pays plus généralement. Mais pas avec des remèdes... Mais qu'est-ce qui est en cause précisément, Patrick Martin? Quelles sont les causes qui entraîneraient ces conséquences-là? Sur l'emploi, on a des allègements de charges. Alors certains disent c'est des cadeaux aux entreprises. Pas du tout. Le coût du travail en France est supérieur à ce qu'il est dans les autres pays. Donc on a un enjeu d'emploi, on a un enjeu de compétitivité. Donc il faut aller chercher d'autres économies. Il faut sanctuariser l'emploi parce que, je le redis, à défaut de remettre en cause cette mesure imaginée par le gouvernement, il y aura des suppressions d'emplois. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire, et notamment sur les bas salaires. Alors on ne peut pas d'un côté nous dire il faut désmicardiser, on est évidemment d'accord pour ça, et d'un autre côté, augmenter le coût du travail, c'est le meilleur moyen pour qu'on puisse pas augmenter les salaires. Cette baisse des allègements de charges, avec en particulier la question des bas salaires, et puis la question de l'emploi des seniors, et enfin la question de l'apprentissage. Voilà 3 points sur lesquels ce budget, aujourd'hui, vous apparaît comme une menace. Parlons d'abord de l'apprentissage. Jusqu'à présent, il y avait une aide qui était prévue pour l'embauche dans les entreprises, une aide de 6 000 € qui serait réduite à 4 500 €. Est-ce que franchement les entreprises n'ont pas les moyens aujourd'hui d'embaucher des apprentis ce sera quand même une aide. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'aide du tout, mais qu'elle ne sera effectivement pas à la hauteur de ce qu'elle était jusqu'à présent. Non mais j'ai dit, et ça a pu surprendre, que les entreprises, en tout cas celles du MEDEF, étaient prêtes à contribuer au rétablissement des finances publiques. Qu'il y ait une réduction des aides à l'apprentissage, oui, mais il faut qu'elle soit raisonnable, raisonnée. C'est quand même terrible. C'est un immense succès collectif, l'apprentissage. Je rappelle qu'on a multiplié par 3 le nombre d'apprentis, 350 000 à 1 million. 98,5% de ces apprentis dans le privé. Je signale qu'il n'y en a que 25 000 dans le public. Donc, oui, on peut imaginer réduire ces aides. Il faut que ce soit uniforme, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le niveau de qualification. Je m'explique. Il est imaginé qu'on réduise les aides pour les formations supérieures. Eh bien non, il y a 30% des jeunes issus de milieux modestes qui disent qu'ils n'auraient pas poursuivi leurs études s'il n'y avait pas eu ces aides à l'apprentissage. Ça veut dire aujourd'hui que vous refusez... En fait, la question face à cette baisse des aides à l'apprentissage, je le précise bien pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que le gouvernement dit oui, mais c'est utilisé pour des bac+5 qui donc ont des salaires ensuite qui ne nécessiteraient pas ces aides pour les entreprises. C'est pour eux une sorte d'effet pervers de cette aide à l'apprentissage. Mais vous dites non, pas du tout, on en a vraiment besoin parce que ces bac+5, c'est pas tous des gens qui seraient aidés par leurs parents, par exemple. Mais on en a besoin, qu'on se comprenne bien. Les entreprises, oui. Mais les jeunes et leurs familles, parce qu'ils doivent s'héberger, ils doivent se déplacer pour poursuivre leurs études, payer leurs frais de scolarité. Et donc, étant rémunérés en tant qu'apprentis, ils sont plus rémunérés à ces niveaux de qualification, et ça leur permet de poursuivre leurs études. C'est l'ascenseur social. La baisse sur l'allègement de charges, à la fois pour les jeunes embauches, pour les premières embauches et pour les seniors, est-ce que là, vous redoutez en effet que ça ait des conséquences, encore une fois? Alors, pas de destruction d'emploi forcément, mais de non-emploi prévu. Alors, si je peux me permettre, les seniors, c'est autre chose. Il y a une négociation qui se réengage entre partenaires sociaux. Là, à 13h. Voilà. Et ça n'est pas pris en compte dans le projet de loi de finances, ni dans le projet de loi de finances. Vous allez y revenir dans un instant. Sociale.
Voilà. Non, après, je reviens quand même sur les allègements de charges, qui, je le redis, sont plus lourds en France que dans n'importe quel autre pays développé. Il y a deux segments qui sont particulièrement menacés, les bas salaires et les salaires intermédiaires. Et là, on a un sujet d'emploi, mais on a aussi un sujet de compétitivité. Pour illustrer mon propos, à partir de 2,1 SMIC, la France n'est plus compétitive par rapport à l'Allemagne. Alors, on peut pas dire, là non plus, il faut gérer ces contradictions. On peut pas dire, on est rentré dans l'économie de la compétence, il faut que nous gagnions en compétitivité, il faut attirer vers des métiers notamment industriels qui décideront de notre avenir, et puis finalement amputer la capacité des entreprises françaises à recruter, à promouvoir à ces niveaux de rémunération. Vous parliez à l'instant aussi de la question des seniors. Je le précise, sur l'assurance chômage, vous allez avoir à nouveau la main. C'était fini, ça, pour le coup, j'imagine que vous saluez cette décision du gouvernement de renouer le dialogue. Alors, le Premier ministre, le gouvernement font beaucoup de choses très bien. Pas toutes, notamment sur le plan de la fiscalité. Mais le fait que le Premier ministre veuille restaurer en définitive les partenaires sociaux dans leurs prérogatives, en particulier en rouvrant la négociation assurance chômage qu'on avait conclue en novembre dernier, et la négociation senior, je trouve ça très bien. Vous aviez conclu sur la partie assurance chômage, vous n'aviez pas réussi à conclure sur la partie senior. Voilà, et les deux étaient conditionnés, les deux étaient liés. J'insiste sur un point, l'accord qu'on avait trouvé sur l'assurance chômage prévoyait une baisse de cotisation patronale. Ça me renvoie à un propos que je crois important, si vous me permettez. Il y a une bonne qualité de dialogue entre les partenaires sociaux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on observe d'assez désolant à l'Assemblée nationale. On se considère, on se respecte, même si on a des contradictions de fond. Et l'entreprise reste un lieu encore pacifié. Et le Premier ministre en est parfaitement conscient. Et donc le fait qu'il nous redonne la main sur ces sujets-là, je pense que c'est l'intérêt des entreprises, c'est l'intérêt des salariés, c'est l'intérêt du pays. Quand vous dites ça, Patrick Martin, ce que j'entends au fond de manière sous-jacente, c'est que vous estimez que les politiques aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu sur lequel vous-même vous êtes prêt à faire des efforts? Non, mais je me garde d'en faire une généralité. Et puis il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, tout ça est beaucoup plus nuancé. Mais ce qu'on a observé en commission des finances ces derniers jours, pour les observateurs et les acteurs économiques que nous sommes, c'est assez angoissant et c'est assez désolant. C'est le concours Lépine, ça a été dit, de la créativité fiscale. Et moi, j'insiste sur un point. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites, pour certaines de bonne foi, sans la moindre étude d'impact. Moi, j'invite nos parlementaires à regarder ce que leurs décisions inappropriées ont pu provoquer de grave dans la filière automobile ou dans la filière construction. Voilà, il faut à un moment donné prendre un petit peu de recul. Bien sûr qu'il y a des jeux politiques, bien sûr qu'il y a de prochaines échéances électorales, tout ça c'est la règle du jeu. Mais nous, en tant qu'acteurs économiques, ça nous inquiète et donc on retient nos décisions d'investissement, d'embauche. Ça veut dire que cette insécurité fiscale, notamment dans laquelle vous vous retrouvez, avec effectivement après l'insécurité politique des derniers mois, a tout mis sur pause. Vous avez parmi vos adhérents des patrons qui disent on a tout mis sur pause, on n'investit plus, on n'emploie plus. Oui, c'est mon cas dans mon entreprise. C'est votre cas, à vous, Patrick Martin. Bien sûr, si vous voulez, on aimerait bien savoir à quelle sauce, entre guillemets, on va être Dites-nous ce que vous faites. Parce qu'au fond, on vous connaît comme patron du MEDEF. Oui, alors moi je suis à la tête d'une entreprise familiale, bientôt bicentenaire, qui emploie un peu plus de 3000 salariés, d'une part dans la distribution B2B en bon français, donc on approvisionne l'industrie, on approvisionne le bâtiment. Donc moi je vois au jour le jour la conjoncture se dégrader. Et puis par ailleurs, on a une activité industrielle tournée vers la grande exportation, notamment vers l'Afrique. Il y a plein de choses dans ce que vous dites, parce qu'il y a la question de l'industrie, notamment l'industrie automobile, je voudrais y revenir dans un instant, et la question de l'exportation, parce que les chiffres sont tombés hier soir, ils sont désastreux pour la France, qui notamment dans l'agroalimentaire, qui était quand même normalement un de nos fleurons, est en train de considérablement baisser. Mais avant de pouvoir ouvrir ce chapitre-là, je voudrais quand même que vous finissiez sur l'emploi des seniors, parce que oui, ça va faire partie de ce dont vous allez discuter avec les autres partenaires sociaux à partir de 13h tout à l'heure. Sur l'emploi des seniors, qu'est-ce qui peut ressortir de cette négociation ? J'espère, et je pronostique d'ailleurs que nous allons avancer en particulier sur les retraites progressives, qui est une vraie solution. Donc il y a des mesures d'accompagnement financier, il y a des mesures d'accompagnement juridique sur lesquelles on est en train de discuter. Il y a ce qu'on a appelé le CDI senior, qu'on a rebaptisé parce que ça heurtait certains. Je pense que là aussi on va pouvoir avancer. Tout ça est de nature finalement à augmenter le taux d'emploi des 60-64 ans. C'est là où la France est profondément défaillante par rapport aux autres pays, pour la bonne raison qu'on avait un âge de départ en retraite qui était plus tôt que dans les autres pays. Là encore, il y a une forme d'incertitude, puisque vous le savez, la semaine prochaine, le RN va déposer une proposition de loi d'abrogation, purement et simplement, de la réforme des retraites.
si certains du côté de la gauche s'y associaient parce qu'ils ont le même but, c'est-à-dire abroger cette réforme des retraites, la réforme des retraites pourrait sauter. Comment vous vivez ça ? Très mal. Très mal. Le problème de fond de l'économie française et des finances publiques, par voie de conséquence, ce sont les retraites. On paye beaucoup plus en France que dans n'importe quel autre pays pour les retraites, 14% du PIB, et on accumule des déficits chroniques. Mais au-delà de ça, il faut que dans ce pays, on travaille plus. Et il y a beaucoup de seniors qui souhaitent travailler d'ailleurs. Donc, si on revient sur cette réforme, ça sera terrible pour la performance économique du pays, pour le taux d'emploi dans le pays, mais ça sera terrible également pour les marchés financiers. Donc, ne nous racontons pas d'histoire. Si on abroge cette réforme des retraites, on part alors là carrément en vrille. J'insiste, alors que la conjoncture économique est déjà très fragile. Patrick Martin, vous parliez à l'instant de votre cas personnel et du fait que finalement dans votre entreprise, vous-même, vous aviez tout mis sur pause en attendant de savoir à quelle sauce vous alliez être mangé, en quelque sorte. Sur la question des exportations et sur la question de l'industrie. Sur l'industrie, on l'a entendu, il y a notamment cette grève illimitée chez Valeo, qui est donc l'un des sous-traitants du secteur automobile. Le secteur automobile, et j'ai eu de nombreux témoignages ce matin sur RMC sur ce point, notamment d'anciens garagistes qui avaient décidé tout simplement de fermer parce que c'est toute la chaîne avec des conséquences jusque effectivement dans tous les territoires, qui disent il y a eu des choix politiques plus qu'industriels. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous, les patrons, vous le vivez ? Je dirais même pas des choix politiques, je dirais des choix dogmatiques et une forme d'amateurisme. Quand vous avez des réglementations qui d'une année sur l'autre changent complètement, y a-t-il ou pas des aides à l'achat de véhicules électriques ? Va-t-on maintenir l'échéance de 2035 pour interdire la vente des véhicules thermiques, etc., etc. Pour l'industrie en amont, et pour toute la chaîne, et à la fin, pour les consommateurs. C'est extrêmement déstabilisant. Il en va de même pour le bâtiment. On a des réglementations qui changent tous les ans. Eh bien, ce qui doit arriver arrive. Beaucoup d'investisseurs se disent « je n'y vais pas », beaucoup d'acquéreurs se disent « je n'y vais pas », parce qu'il y a des dispositifs fiscaux et réglementaires qui changent sans arrêt. Il faut des études d'impact, il faut, ça renvoie au texte de loi sur la simplification des tests PME, il faut qu'en amont de leurs décisions, les législateurs, les réglementeurs s'interrogent sur les conséquences de leurs actes et qu'ensuite ils se tiennent à leurs décisions. Est-ce que l'une des conséquences pourrait être le retour des délocalisations ? On a l'impression que les délocalisations, les grandes vagues de délocalisation, c'était du passé. Ce qu'on voit ce matin, et j'avais notamment le témoignage d'un des ouvriers de Valeo à la Suze-sur-Sarthe, qui est donc une des usines qui s'est mise en grève illimitée depuis 13h hier, qui a débrayé à 13h hier, parce qu'ils sont sous le coup de la menace justement de délocalisation. Ça fait partie de ce sur quoi vous alertez depuis ce matin, la reprise d'un mouvement de délocalisation. Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Parce que la France, qui avait beaucoup progressé en termes d'attractivité, de compétitivité, d'emploi, de qualification, risque de régresser brutalement. Moi, je suis très frappé par le changement de regard de mes pairs, les chefs d'entreprise et les dirigeants patronaux étrangers. En l'espace de quelques mois, la vision positive qu'ils avaient de la France est devenue négative et ils me disent « vous êtes repris par vos vieux démons, on repart 20 ans en arrière ou 40 ans en arrière, c'est quand même incroyable dans votre pays alors que vous faites des choses positives qu'à un moment donné vous vouliez les casser ». Et je partage totalement cette analyse. Patrick Martin, chez Valeo, 7% du capital est la propriété de l'État. On voit que sur cette bataille du Doliprane, la réponse a finalement été, là encore, la montée de l'État au capital, puisque l'État va prendre des participations dans la filiale de Sanofi, Opella, qui fabrique le Doliprane avant qu'elle ne passe sous pavillon américain. Comment est-ce que vous observez ce mouvement-là, c'est-à-dire l'idée d'une défiance vis-à-vis des investisseurs étrangers sur des secteurs considérés comme stratégiques, avec une réponse qui est celle de faire monter l'État dans le capital des entreprises ? Moi, je comprends cette inquiétude, mais là aussi, il faut un petit peu de rationalité. Je pense que l'accord qui a été trouvé pour le Doliprane, pour faire court, est un bon accord. Ça sécurise les sites de production en France et ça sécurise l'approvisionnement du marché français. Ça ne m'empêche pas de penser que l'État doit être beaucoup plus réactif, beaucoup plus mobile sur ses participations. L'idée qui a été proposée par certains parlementaires. Ou descendre. Mais bien sûr, souvenons-nous qu'à une époque, quand Alstom était en difficulté, l'entreprise avait été nationalisée d'une certaine manière. En tout cas, il y a un noyau dur qui avait été constitué. Ça avait été efficace. Maintenant que l'État reste actionnaire... Donc c'est pas un tabou. Ça veut dire que pour vous, Patrick Martin, qui est à la tête du MEDEF, c'est pas un tabou que l'État français, d'une manière très étatiste, pour le coup, puisse ponctuellement
prendre le contrôle d'une entreprise. Non, mais en l'espèce, l'État, via BPI, prendrait 2%. Mais ça lui donne un droit de regard et un droit de décision. Moi, je trouve ça très rassurant pour qui avait besoin d'être rassuré. A contrario, que l'État reste actionnaire de certaines entreprises qui ne contribuent pas à la souveraineté ou qui sont pas stratégiques, ça n'a plus de sens. A fortiori, dans l'état des finances publiques actuelles, que l'État se dégage, que l'État cède en définitive tout ou partie de sa participation dans certaines entreprises, ça me permettrait de bonne gestion. C'est ce que proposent hier Gérald Darmanin et Olivia Grégoire, anciens ministres, céder des participations de l'État. Ils posent cette question comme ça, ils disent « Que faisons-nous encore dans Orange, Stellantis ou la Française des Jeux ?» Ils ont raison. Si vous voulez, on peut pas dire une chose et son contraire. On peut pas dire on va appliquer, par exemple, une augmentation massive des impôts sur les entreprises, one shot, parce qu'il y a une urgence, et puis avoir sous le coude cette cagnotte qui n'est pas stratégique et ne pas la réaliser, ne pas la vendre. Moi, réaliser, ça veut dire vendre ses participations, récupérer l'argent qu'on y a mis, voire même une plus-value. Mais bien sûr. Et puis le jour venu, pour une raison X ou Y, l'État réinvestit dans une entreprise, typiquement ce qu'il est en train de faire sur Doliprane. Mais ce qui me frappe, c'est aussi la posture. C'est-à-dire que quand vous dites 2% chez Doliprane, honnêtement, avec 2% chez Doliprane, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand on voit qu'ils ont 7% chez Valeo et qu'ils sont incapables d'empêcher la fuite des emplois de Valeo. Mais c'est quoi l'alternative? C'est qu'on nationalise tout. Moi, je pense qu'on a déjà en tout cas, s'ils veulent, c'est-à-dire le décalage entre, on prend des participations, donc on va être en mesure d'empêcher un actif stratégique comme le Doliprane de passer sous pavillon américain. Et quand on regarde dans les chiffres, les 2%, c'est pas grand-chose quand même. C'est pas avec ça qu'ils auront vraiment un levier. Je sais pas jusqu'où il faut aller sur ce dossier, mais par exemple, les principes actifs qu'on met en œuvre dans le Doliprane sont toujours fabriqués en Inde. Alors, est-ce qu'il faut aller racheter des entreprises en Inde? Pourquoi pas? Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'on a un État boursouflé, qu'on a un niveau de dépenses publiques qui bat tous les records mondiaux, qu'on est incapable, et le projet de loi de finances n'est pas suffisamment volontariste de ce point de vue, on est incapable de faire ce que le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas ont fait en baissant leurs dépenses publiques de 10% du PIB. Ça veut dire, en France, 300 milliards d'euros par an. Mais vous imaginez, si on avait 300 milliards d'euros de dépenses publiques de moins chaque année pour des performances, des services de santé, de l'enseignement, de la sécurité tout à fait comparables, voire meilleurs, on ne se crêperait pas le chignon, pas vous et moi, mais comme on est en train de le faire à l'Assemblée nationale en particulier. Il faut un peu de bon sens, il faut un peu de rationalité, il faut un peu de courage politique. Le Premier ministre en a, il faut qu'il en ait plus encore. Si je vous écoute, vous dites qu'il y a une grosse menace sur l'emploi, vous dites qu'il y a même une menace de délocalisation, vous parlez également d'attentisme, c'est-à-dire de ce moment où vous êtes tous un peu sonnés et vous attendez avant de faire des choix d'investissement ou d'emploi. Est-ce que ça veut dire que le budget tel qu'il est présenté a pour risque, non pas finalement de récolter ces emplois, mais de casser la croissance et qu'il n'y ait même plus d'impôts ou de levage d'impôts réels? Bien sûr, moi c'est ce que je m'emploie à dire depuis un certain temps. Obtenir l'effet inverse de celui qui est escompté. C'est-à-dire que ça va ralentir la croissance, qui est déjà très molle. Moi, mon pronostic, c'est qu'on est d'ores et déjà légèrement en récession, légèrement. Et que la prévision de croissance pour 2025, 1,1%, je crois que l'OFCE en particulier l'a dit, est probablement très optimiste. Donc il ne faut rien faire qui altère en définitive la dynamique des entreprises. Moi, ce que je peux vous affirmer, c'est que les 200 000 chefs d'entreprise du MEDEF qui emploient 10 millions de personnes ne sont pas résignés. Ils commencent à être un petit peu en colère, mais ils ont plein de projets. Et donc, il ne faut pas leur taper sur leur museau en leur disant, voilà, votre contribution à l'effort de guerre. On est les entreprises les plus taxées au monde, charges sociales et fiscalité. On veut nous en remettre une louche. Ça n'est pas la bonne solution. Ça n'enlève rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes conscients de l'état critique des finances publiques. Il y a des sources d'économie bien ailleurs. Lesquelles vous feriez-vous en priorité? D'abord, il ne faut pas mollir, si vous me permettez, sur les retraites. Moi, je pense que le report de la revalorisation des retraites au 1er juillet est une bonne chose. C'est 4 milliards de rendement. Les retraités ont une augmentation de 5,3% des retraites. Moi, je suis très à l'aise pour en parler parce que qui a défendu les retraites complémentaires l'année dernière? C'est moi, c'est le MEDEF. Alors que l'État voulait prélever les réserves ou les excédents de l'Agirc-Arrco. Donc je suis très à l'aise pour en parler. Ce que vous voulez dire, et c'est ce que disait le ministre du Budget qui était à votre micro hier matin, il disait au fond décaler dans le temps cette revalorisation des pensions de retraite, ce n'est que rééquilibrer parce qu'ils ont eu une forme de trop perçu l'an dernier, ayant une revalorisation supérieure à ce que finalement l'inflation n'a été. Qu'est-ce qui est l'essentiel? L'essentiel, c'est que ce pays conserve une bonne dynamique économique. Donc si tout le monde doit faire des efforts. Je l'ai dit, je le redis, y compris les entreprises. Mais il faut savoir allouer les efforts à l'endroit où c'est le moins douloureux.
que je sache, si on porte atteinte à l'emploi, à l'investissement, l'investissement est en baisse actuellement en France, c'est dramatique. Donc si on porte atteinte à l'emploi, à l'investissement, à la trésorerie des entreprises, on ne pourra pas payer, y compris nos retraites. C'est quand même important aussi ce que vous avez laissé entendre, hein. Votre perception de ce qui vous remonte des différents chefs d'entreprise du MEDEF, c'est que nous serions déjà actuellement dans une légère récession. Oui, je le déplore. Alors à côté de ça, on a plein de projets. Nous, on lance le Tour de France de l'intelligence artificielle. J'étais au Salon mondial de l'automobile. Il y a plein de projets des constructeurs européens et français. Je pars tout à l'heure au Salon de l'agroalimentaire. Là aussi, il y a de l'innovation, il y a de la créativité sur des enjeux de santé publique, de gastronomie, de souveraineté. Donc ça bouge, ça bouillonne, venant pas casser cette belle dynamique. Merci Patrick Martin d'être venu répondre à mes questions ce matin. Président du MEDEF.